Waouh! Que dire? Cela fait 2 mois et demi que j'ai pas tourné pour ce journal de bord. Pour la simple raison, ce n'est pas une surprise. La plupart de vous sont au courant via TikTok, Wimom, tout ça. Je ne suis plus enceinte et la grossesse a mal tourné. Donc voilà, je vous fais j'ai décidé de quand même publier ce journal de bord. Parce que certaines mamans sont dans le même cas. Pour, je sais pas, c'est un début de grossesse comme un autre, donc il y en a, ça intéresse d'avoir des débuts de grossesse. Aussi pour faire exister ce bébé qui est maintenant dans les étoiles. Donc voilà. J'ai pris le temps avant de pouvoir filmer cette vidéo. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On s'est quitté, je devais avoir la T1 après, donc je vais tout vous expliquer à partir de la T1 parce que c'est à partir de là que tout a basculé. Donc je vais vous expliquer un peu. Donc j'ai pris le temps, j'ai quand même pris plus d'1 mois. Ça fait 1 mois et demi que j'ai perdu le bébé, donc plus d'1 mois et demi pour voilà, calmer mes émotions, tout ça. Je vous garantis pas que je reste comme ça, je vais peut-être pleurer, mais c'est normal. C'est la vraie vie, voilà. Nature peinture ici, hein, vous le savez. Donc voilà, un journal de bord c'est fait pour ça. Donc voilà, je vais vous expliquer. Du coup, je crois que c'était le 27 avril, je crois bien, le 27 avril, la T1. Je vais à la T1, j'étais toute seule parce que les enfants sont pas autorisés, surtout pour les T1 où c'est super important et vaut mieux d'ailleurs. Donc j'étais toute seule, mon chéri m'attendait dehors avec mon fils. Donc on fait la T1 nanani. Déjà j'étais avec un monsieur, un vieux monsieur, voilà, proche de la retraite, un vieux gynécologue. J'étais pas très à l'aise, mais vas-y, il fait son taf quoi. Donc voilà, T1. Il regarde, il me dit que tout va bien, sauf une chose, la clarté nucale à 3,3 mm. Ce qui n'est pas ouf du tout, hein. Au-delà de 2 mm, c'est voilà, examen complémentaire. De là, forcément, tout s'enchaîne. Voilà, en très peu de temps, tout s'est enchaîné. Il me dit que... alors moi, c'est un hôpital... avec pas beaucoup, il est bien, mais quand il y a des examens complémentaires, faut partir ailleurs. Donc il me dit bien sûr qu'il faut faire la prise de sang pour le test T21. Il me dit que en fonction des résultats, donc les résultats c'est 2 ou 3 semaines après, que j'allais être appelée ou non par un CHU, celui de Besançon, hein, ça ne dira pas où j'habite, mais c'est à 1h30 de chez moi. Donc par ce CHU pour faire écho de contrôle, amniosynthèse, tout ça. Finalement, alors c'était un mercredi, hein, Théa. L'après-midi même, je vais faire la prise de sang T21. Le lendemain matin, première heure, l'hôpital de Besançon qui m'appelle, qui me dit on veut vous voir dans 1 semaine, tel jour. D'accord. J'accepte et je lui dis mais par contre j'aurai pas les résultats de la T21. Enfin, de base vous attendiez ça pour me rappeler. Il me dit non, on veut vous voir quand même. Donc là je stresse de ouf parce que je me dis soit c'est plus grave que prévu, on me le dit pas, soit ils veulent aller plus vite, comme ça s'il y a un problème, voilà, c'est vu plus vite. En soi, c'est bien quoi, voilà, c'est bien d'y aller avant, mais en même temps on n'a pas les résultats, donc c'est con. Donc 1 semaine se passe, je suis dans le stress, mais en même temps je suis là, je suis hyper positive, en mode ça arrive à plein de gens qui est une nuque élevée et puis tout ira, enfin tout va bien quoi, donc ça va faire ça aussi. Donc je me dis que tout va bien, qu'il va rien se passer, que voilà c'est juste un truc isolé, que à la limite, allez, une petite malformation comme mon fils au rein qui a aucune incidence.
Désolée, j'ai mon fils qui fait un boucan, mais un boucan monstre. Il jette tout par terre, il tape tout. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Et en plus, il crie. Enfin bref, je disais que je pensais que tout allait bien. J'étais positive. Je vais au rendez-vous, toujours seule. Voilà, toujours seule. Parce que la secrétaire m'avait dit « Je vois que vous avez un enfant de 2 ans. Il est interdit. » Je dis « Ok, bah, je serai seule. » Du coup, mon chéri me dépose au CHU et il part plus loin dans Besançon. Il part promener avec mon fils. Mon fils de 2 ans ne peut pas rester 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures parce qu'on avait de l'avance dans une salle d'attente. C'est pas possible. Enfin, il est infernal. Donc, il est parti promener. Moi, j'étais seule. Je rentre dans la salle. Une première femme qui me fait l'écho, elle est là, silencieuse. Je revois mon fils. Alors, je vous mets les photos au fur et à mesure, de toute façon. Je revois mon fils. Je ne sais même pas le sexe. Voilà, pour moi, c'était une fille, mais voilà. Je revois ce bébé. Donc, j'étais heureuse. Je commence à pleurer, forcément, de peur. Et elle me dit, restez là, ne bougez pas du truc d'échographie, le chef de service va venir re-regarder. Là, je me dis, s'il y a ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà, sinon, si elle aurait rien vu, bah, c'était terminé. Donc, le chef de service arrive, il fouille, il regarde, il me fait mal au ventre, il est obligé, il appuie, il regarde, il fouille. Il arrête le truc, il me regarde, il me fait « On va aller s'installer au bureau, on va discuter un petit peu. » Alors là, j'ai compris. On va discuter un petit peu. Je le entends. J'ai entendu cette phrase, je me suis mis à pleurer instantanément parce que j'ai compris que bah, ça allait pas, qu'il y avait quelque chose. Et de là, il me dit, votre enfant a comment on appelle ça, une hernie diaphragmatique, de la coupole diaphragmatique. Sauf que elle était quand même assez sévère déjà pour la T1 et que ça aurait pu s'empirer. En fait, il m'explique que le diaphragme, il en manque un bout. Le cœur, il est parti, le cœur qui est de base là, il est parti de l'autre côté et que l'estomac est remonté en haut. Donc c'est le bordel quoi, il y a tout mélangé dans le corps de ce bébé. Il me dit que c'est pas une maladie incurable en gros s'il naît, parce qu'il y a de grandes chances qu'il naisse pas, qu'il faille une IMG avant, qu'il meure dans mon ventre avant, que ça s'empire et qu'au final après la naissance, quand il naît, il meurt à la naissance ou que ça soit pas opérable. Il y a de grandes chances que ça soit ça. Donc en gros, il m'explique que c'est 50-50 si j'ai un bébé qui vit à la naissance déjà. Donc c'est opérable, après tout dépend du degré si cette malformation évolue en mal, vraiment en mal, si c'est possible d'opérer ou non, sinon c'est décès à la naissance, il ne peut pas vivre, surtout que le cœur du coup comprime le poumon de l'autre côté, puis l'estomac qui remonte, et puis il y a tous les viscères qui remontent petit à petit, enfin voilà. Il nous explique que sûr et certain, j'aurai un suivi mensuel dans l'hôpital à 1h30 de chez moi. Il m'a dit qu'il fallait faire une amniosynthèse parce que ça peut être fortement lié à un problème chromosomique. Ça peut être fortement lié à une trisomie ou autre, mais voilà. C'était sûrement chromosomique, quoi. Ça pouvait être isolé, mais voilà, il pouvait y avoir quelque chose de plus. Je perds mes mots, c'est compliqué. Donc il me dit oui que je vais être suivie, il me dit que l'accouchement est obligatoirement à Besançon, enfin voilà, 1h30 de chez moi, 1h30 de mon fils, donc mon fils qui est là. Donc
accouchement là-bas, sûrement déclenchement si le travail se fait pas lui-même, selon la gravité du truc, c'est déclenchement pour envoyer dans les 2 jours en chirurgie, voilà, pédiatrique pour remettre tout en place. Et là, dans ces explications, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête à la naissance de vous devez accoucher ici et puis on verra bien, voilà. Et opération à la naissance de sûr et certain, c'est inévitable. Et là, je lui pose la question. Alors déjà, opération à la naissance, j'ai compris que c'est minimum 1 mois hein, en réanimation néonate. Voilà, minimum, hein, le grand minimum. Et là, je lui pose la question. Moi, j'en connaissais rien de cette malformation. Je lui dis, si mon bébé naît en vie et qu'il y a une opération à la naissance, c'est combien de temps qu'il doit rester ici à Besançon? Parce qu'on habite quand même à 1h30, on a un premier fils, je ne travaille pas, mon mari est le seul à travailler, à ramener des revenus. Faudrait qu'on sache, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà, quand on a déjà un enfant, c'est compliqué. Et il me dit, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Voilà, je peux pas vous dire tant qu'on n'a pas fait des examens complémentaires, tant que le bébé n'est pas né, on peut pas vous dire. Je suis restée là, voilà, je suis restée là. Je pleurais. Bref, il me dit, on va prendre rendez-vous pour une amniosynthèse, donc c'était le lundi ou le mardi suivant. Et voilà quoi, bref, on prend rendez-vous, je sors de là et j'explique tout à mon chéri. Et j'essaye quand même d'être rassurante. Je lui dis, il y a une malformation, c'est le bordel, mais il peut vivre à la naissance. Mais il y a quand même que ça se passe mal. Mais voilà, il y a une opération à la naissance, ils ont l'habitude. Enfin voilà. Sur l'heure et demie qu'on avait pour rentrer, moi je me renseigne. Alors j'appelle ma mère pour lui dire. Ma mère est un peu dans le médical, donc voilà. J'appelle ma mère pour lui dire. Elle fait ses recherches de son côté, elle regarde un peu ce qu'il en est. Moi je fais mes recherches de mon côté. Il y a souvent des hôpitaux, vous savez, sur internet qui publient des livrets, des PDF, des trucs sur une maladie, sur des protocoles, nanani. Donc moi j'en trouve un, ma mère en trouve un autre différent. Je regarde la maladie, je me rends compte que c'est compliqué. Et là on parle même pas de maladie chromosomique à côté, je vous parle vraiment que de la malformation. Donc que c'est compliqué, que voilà, il y a de fortes chances que le bébé ne survive pas, qu'il y a un problème déjà dans mon ventre, que ça soit de pire en pire dans mon ventre, qu'il faille une IMG hyper tardive à 7 mois, 8 mois de grossesse ou une mort dans le ventre, une mort à la naissance, enfin voilà, c'est très dur. Et qu'à la naissance, bah ok, c'est en fait l'enfant naît, ils essayent de le stabiliser pendant 2 jours et après ils l'envoient en chirurgie. Et après, advienne que pourra, on espère que ça marche, mais c'est minimum 2 à 3 mois de réanimation néonate. Dans notre vie quotidienne, ce n'est pas possible. Voilà, on n'a qu'une seule voiture. On a un enfant que c'est moi qui garde 24 heures sur 24. Je me justifie. C'est compliqué, mais je me justifie. On n'a qu'une seule source de revenus qui est conséquente quand même, mais qu'on ne peut pas perdre. Voilà, mon chéri travaille en Suisse. Moi, je ne travaille pas, je touche absolument 0. Je n'ai même plus de compte bancaire pour vous dire, tellement que il n'y a plus rien qui rentre de mon côté. Il faut nourrir mon fils, voilà, j'ai un premier enfant. Je ne peux pas passer, on le sait, hein, quand on a un bébé en néonate, il faut être présent tous les jours, quasiment toute la journée, pour que ce bébé se batte, pour que ce bébé sorte de ce problème-là. On le sait, hein, les bébés qui ont eu une présence de leurs parents beaucoup plus que d'autres qui n'en ont pas eu, survivent mieux que d'autres. Et je ne peux pas, enfin on n'a pas de famille ici, on n'a personne, la personne la plus proche de nous est à 2 heures, c'est ma mère, mais ma mère travaille.
Notre famille, en général, tout le monde est à 6h30 de route. On fait comment ? On est seul ici, on est absolument seul. Et je ne peux pas laisser mon fils à la maison tout seul, c'est pas possible, enfin, c'est impensable, même pas on y pense. Enfin, et je vais pas ramener mon enfant, il aurait eu 2 ans et demi. J'aurais pas ramené mon enfant de 2 ans et demi toute la journée dans un hôpital en réanimation. C'est pas possible, c'est impensable, je peux pas. Donc j'aurais soit délaissé cet enfant, mon mari ne pourrait plus aller travailler, donc plus d'argent qui rentre. Et moi j'aurais délaissé mon fils ici pour aller voir un autre bébé qu'on sait même pas s'il vit. Enfin c'est très compliqué comme décision. Du coup, dans ce week-end-là, après avoir réfléchi de tout ça, on a décidé... on a décidé aux 3/4, voilà. On avait pris notre décision que ça serait compliqué et que sûrement on allait arrêter la grossesse. Voilà, à en parler avec le médecin, bien sûr, mais voilà, dans ce week-end-là, on s'était formaté que fallait arrêter. J'avais un ventre déjà pas mal gros. J'avais un ventre déjà pas mal gros et en plus, pour ceux qui le savent, j'ai déjà fait une fausse couche il y a 1 an. Du coup, ce bébé, c'est un bébé que je voulais vraiment. C'était mon bébé arc-en-ciel déjà de base, mais bon, c'est aussi un bébé ange. Ça a été très compliqué pour moi de vivre avec les symptômes de grossesse. Heureusement d'ailleurs, j'avais plus de nausées à ce moment-là, mais j'avais mon gros ventre, je commençais à sentir les coups, j'avais ma sciatique. Enfin, j'avais tous les symptômes de grossesse, quoi, les brûlures d'estomac, tout. Donc, je vivais comme si ce bébé allait continuer de vivre, alors qu'au fond de moi, je savais qu'on allait tout arrêter. Et c'est franchement très compliqué. Du coup, le week-end se passe, j'essaie de profiter de mon fils, de penser à autre chose et de plus me regarder, en fait. Je me regardais plus, je regardais plus mon ventre. Le lundi, directement, j'appelle Besançon et je leur dis, voilà, on annule l'amniosynthèse, je veux pas la faire. Et ça sert à rien en fait pour tout arrêter. Et je souhaite faire une demande d'IMG au chef de service. J'envoie la demande, je signe tout à la maison. J'envoie la demande et là, on me rappelle, on me dit j'étais censée avoir rendez-vous le mardi, c'est ça. J'appelle le lundi, on était censé avoir rendez-vous le mardi, donc j'annule du jour au lendemain. Bon, pas de souci, hein, l'amniosynthèse annulée. Et je dis que du coup, je viendrai pas le mardi en envoyant ma demande d'IMG. Du coup, elle me rappelle, la secrétaire, elle me dit non mais le médecin il veut absolument vous voir, vous venez. Sachant que mon chéri, lui, il est obligé de poser un jour à chaque fois. Il est obligé, voilà, pour garder mon fils. Il est obligé de poser un jour. Et en plus, le médecin voulait absolument que mon chéri soit là à ce moment-là. Il a dérogé à la règle de c'est pas grave, vous emmenez votre enfant pendant le rendez-vous, c'est quand même important. Mais on veut que tout le monde soit autour de la table. On veut entendre ce qu'a à dire votre mari parce qu'on ne l'a pas vu. Donc on veut absolument ce rendez-vous, on veut discuter avec vous. Ok, très bien. Parce que lui, en soi, le médecin, il ne savait pas tout ce que j'ai vu moi avec ma mère, tout ça, tout ce qu'on a vu à la maison, toutes les complications de la maladie, nanana, il ne savait pas que je m'étais informée. Donc bon, on y va, on lui explique, on se justifie comme on a fait, comme je viens de faire à vous. On explique tout. Il dit qu'il comprend, mais que... qui peut pas lancer un truc d'IMG, lancer le processus d'IMG parce que le bébé est viable et peut être viable. Enfin, c'est pas une trisomie 21-18 nanani, c'est pas une maladie, une malformation incurable.
c'est opérable. Et je lui dis, oui, c'est opérable, mais il y a ça, ça, ça. Il me dit, vous comprenez, si on fait des IMG à chaque fois qu'il y a un problème, nos chirurgiens n'auraient plus de métier. Les chirurgiens pédiatriques n'auraient plus de chirurgie à faire. Donc là, je dis, oui, ok. Moi, je m'en fous, je parle de mon bébé, là, en fait. Enfin, voilà. Et il me dit, vous êtes sûr de ne pas vouloir faire l'amniosynthèse? J'ai dit, non, je peux pas faire vivre ce calvaire à ce bébé, je peux pas faire souffrir ce bébé, parce qu'on dit que les bébés ne souffrent pas à 1-2 mois, bien sûr que si, il faut arrêter de dire que ces bébés ne souffrent pas. Les bébés en néonat, ils souffrent, c'est compliqué pour eux, ils sont là, ils luttent avec la vie. Voilà, donc ça, et en plus de ça, j'ai un premier enfant. On n'aurait pas eu de premier enfant, ça aurait été notre premier. On l'aurait fait. On se serait mis en galère mais on l'aurait fait, on n'aurait pas eu d'enfant à assumer à côté. Là, faut qu'on le nourrisse, qu'il continue de vivre comme un petit garçon normal, cet enfant, qu'il ait sa maman et son papa, comme tous les jours, qu'il soit pas délaissé, qu'il soit le soir avec moi pour s'endormir comme il en a besoin tous les jours. Et on veut pas d'un bébé qui souffre à côté non plus, donc voilà, on a 2 enfants à protéger. Du coup, on a dit, on arrête, on veut arrêter là, on préfère arrêter tant qu'il est temps. Et à ce moment-là, j'étais à 14 semaines de grossesse. Donc j'étais encore dans le premier trimestre en soi, et encore dans mon délai légal d'IVG, même si pour moi, dans ma tête, ce n'est pas une IVG. En fait, dans ma tête, pour moi, une IVG, c'est vraiment pour les femmes qui ne peuvent pas assumer l'enfant, mais qui sont en bonne santé ou non, et voilà, recours à l'IVG, ou pour les adolescentes, tout ça. Mais pour moi, c'était une IMG, parce que pour moi, j'ai interrompu cette grossesse à cause de l'aspect médical. Ok, c'est volontaire, c'est très compliqué pour moi, mais dans ma tête, pour moi, c'est une IMG, même si j'y ai pas eu le droit. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est pour ça que sur WeMom, je parle d'IMG. Sur les réseaux, je parle d'IMG. Enfin, voilà. Enfin, je tourne un peu autour du pot. Vous en savez plus maintenant. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'expliquer tout ça sur les réseaux. Parce que j'ai beaucoup de jugements aussi. Ah, mais tu sais, il y a beaucoup de femmes où les bébés, ils ont beaucoup de soucis, mais après, tout va bien. Oui, ok, mais il y a tout l'aspect médical, il y a mon premier fils. Beaucoup ne comprendront pas pourquoi j'ai fait ce choix. Beaucoup m'auraient dit, ah, mais t'aurais dû te battre, nanani. J'ai un premier enfant à protéger aussi. Et ça, il n'y a pas beaucoup qui le comprennent. Et moi et mon mari, on n'a pas les épaules pour. Il y en a, ils ont les épaules pour. Hein. Il y en a, ils sont faits pour se battre. Il y en a, ils peuvent. Il y en a, ils ont de la famille. On n'a rien, on n'a pas les épaules pour, on n'a pas la famille à côté, on n'a personne pour nous aider, on est seul avec notre fils, on est tous les trois. Et avec ce potentiel bébé qui aurait été vraiment en mauvaise santé, voire un décès à la fin, enfin voilà. Et je me suis dit, je préfère arrêter la grossesse là, au premier trimestre, que avoir une IMG au final, parce que le médecin il m'a dit oui, c'est possible qu'en fait je vous fasse l'IMG à 7-8 mois de grossesse. Mais c'est encore pire, c'est encore plus traumatisant en fait. Déjà que là je suis encore trauma, j'étais trauma de ma fausse couche, là je suis encore trauma. C'est horrible de perdre un enfant, de l'avoir dans ses bras décédé à 8 mois de grossesse, 7 mois de grossesse, et devoir faire un enterrement, tout ça. Mais c'est juste horrible. Donc on a décidé d'arrêter avant. On a lancé le processus. Du coup, le chef de service a dit ok. Et de toute façon, c'est moi qui prends la décision. C'est une IVG en soi, dans les termes médicaux, c'est une IVG. Donc j'ai le droit de le faire. Donc ils n'avaient rien à dire et voilà. Du coup, on a lancé le processus. Il m'a dit, est-ce que vous voulez être opéré parce que du coup, c'était une opération en anesthésie générale. Je ne souhaitais pas accoucher. Je ne souhaitais pas faire le protocole d'accoucher et de voir le bébé. Surtout qu'à 14-15 semaines, je pense que c'est hyper choquant. Déjà qu'à 5-6 mois, je trouve, moi, la vision choquante. Donc, vu que j'ai pu et que j'avais la possibilité, j'ai décidé de me protéger un maximum
psychologiquement et de faire une anesthésie générale et de rien savoir. Du coup, il m'a dit, est-ce que vous voulez être opéré dans votre hôpital le plus près de chez vous, donc il y a 25-30 minutes, ou ici? J'ai dit, écoutez, moi je préfère être le plus proche de mon fils, de mon mari, voilà, enfin pour la route c'est un peu compliqué. Je disais, je faisais une pause pour me moucher parce que là ça devenait compliqué. Donc voilà, j'ai fait la demande pour être opérée près de chez moi. Et le chef de service est aussi le chef de service de l'autre hôpital, voilà, parce que c'est un réseau. Du coup, il appelle l'autre hôpital, il dit voilà, est-ce que vous pouvez opérer pour une IVG telle personne qui est actuellement à 14 et quelques, non, je suis à 14 plus 2. Assez rapidement parce que voilà ce qui se passe et on arrive à l'échéance de l'IVG et après j'allais être bloquée, après j'étais bloquée avec ce bébé dans mon ventre, donc ils ont demandé à être rapides, ils ont dit que pour le moment ils n'avaient pas de place, qu'ils faisaient tout pour. Et le chef de service il m'a dit bon actuellement ils sont en galère, il n'y a pas assez de monde et il y a trop d'opérations autres que la mienne parce que je serais passée dans le même bloc que ceux qui se font opérer, les personnes âgées qui sont opérées de XY chose, de n'importe qui. Donc c'était au même endroit. Donc il faut de la place au bloc. Du coup il m'a dit vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de place aujourd'hui, qu'ils ne trouvent pas une solution pour vous, dans tous les cas ici il y a de la place et vous serez opéré ici. Ok. On m'appelle le lendemain, on me dit est-ce que vous pouvez venir dans l'heure là à l'hôpital pour remplir les papiers et puis on vous dit on a plusieurs rendez-vous à poser avec vous avant l'intervention et vous dire la date. Donc là c'était le mercredi, donc le mercredi après-midi je file là-bas, même pas, non je dis des bêtises, c'était le mardi après-midi donc le jour même. On rentre avec mon chéri, il était midi. À 14h, je me fais appeler. Est-ce que vous pouvez être là, nanani, pour remplir les papiers? Du coup, j'y vais dans l'après-midi. Il y avait mon chéri, du coup, qui avait posé sa journée. Il garde mon fils. J'y vais toute seule. Je remplis les papiers. On me dit, voilà, on a une place mardi. J'ai dit, bah oui, je serai à 15 semaines plus 2. Donc oui, dans tous les cas, le plus vite possible, ça m'arrange. Donc on pose le 15 le rendez-vous. Il me dit, là, vous allez avoir un rendez-vous là maintenant avec une sage-femme pour le premier rendez-vous IVG, pour remplir les papiers, pour s'informer sur l'IVG, pour les prises de sang, pour faire tout ça, enfin tout le rendez-vous avant. Je dis ok. On fait le rendez-vous avec la sage-femme, elle me demande si je suis bien d'accord, si je suis d'accord, je suis en phase, enfin voilà. Elle me donne un médicament à prendre le dimanche soir pour le mardi et elle me redit on se voit vendredi pour refaire un rendez-vous pour avoir une autre confirmation que vous êtes bien d'accord. Là j'ai envie de dire mais c'est pas la peine de me donner autant de rendez-vous, je suis d'accord, enfin voilà. Mais bon ils n'ont pas le choix légalement et puis normalement légalement c'est 1 à 2 semaines même. Hein. Donc on a fait tout ça en 6 jours. Week-end compris. J'y retourne le vendredi, je confirme que c'est ok pour moi pour l'IVG. Elle me dit de faire une prise de sang le lundi pour le mardi pour les rails, là, pour l'opération. Le dimanche soir, très compliqué, très compliqué. Je dois prendre ces fameux médicaments, qu'en plus j'avais déjà pris ces médicaments pour ma fausse couche parce que ça sortait pas naturellement, donc fallait le sortir. Donc j'avais déjà pris ces médicaments, en plus d'un autre, hein, mais que j'ai pas pris parce que ça c'était au moment de l'opération. Mais j'ai pris le médicament pour dilater le col, pour arrêter le cœur du bébé. Donc le dimanche soir, ça a été dur, ça a été compliqué. J'ai beaucoup pleuré parce qu'en avalant ces médicaments, j'ai compris que moi-même, j'étais en train d'arrêter le cœur du bébé et que c'était la fin. Puis j'avais toujours mon ventre. Hein. Et faut pas oublier que du coup,
je vivais avec cette grossesse en moi en sachant que c'était terminé. Hein. Et c'était horrible, hein. Franchement horrible, horrible. Je pouvais plus me regarder dans le miroir, je pouvais plus me doucher seule parce que j'ai un grand miroir en face de ma baignoire. Donc voilà, compliqué. Donc j'ai dit au revoir à ce bébé, voilà, le dimanche soir. Le soir dans mon lit. Cette vidéo, elle est chaotique. J'ai vraiment du mal à vous expliquer, mais j'y vais à mon rythme. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vraiment mon histoire vous intéresse. Et désolée, c'est un peu compliqué. Du coup, au passage, en fait, il s'est passé tellement de choses que je galère à tisser l'histoire. Dans la semaine, moi j'ai ma mère qui était en vacances en fait dans le sud qui m'a dit écoute j'annule ma dernière semaine de vacances dans le sud et je viens avec toi une semaine donc il faudrait que tu viennes me chercher à l'aéroport. Donc le lundi, donc le lendemain de la prise des médicaments, le lundi je vais en ville faire ma prise de sang donc à 30 minutes. Hein. Je vais faire ma prise de sang pour l'opération le lendemain. Je reviens, donc encore 30 minutes de route, je mange vite fait et je pars chercher ma mère à 1h10 de route, donc à Genève. Je vais chercher à Genève ma mère à l'aéroport pour qu'elle puisse me soutenir sur toute cette semaine parce que mon chéri ne pouvait pas prendre une semaine de congé. Donc il a pris que le mardi, le lendemain, le jour de mon intervention. Donc j'ai eu ma mère toute la semaine. Pour me faire changer les idées et éviter de pleurer comme ça toute la journée. Donc je vois ma mère le lundi, on se prépare pour le lendemain l'opération. Comme un jour basique, voilà, mon dernier jour avec mon ventre. Le mardi, on se lève, j'étais attendue à 8h30. À 8h30 à l'hôpital, donc on se lève avec ma mère, on a décidé que c'était mon chéri qui gardait mon fils parce qu'il n'a absolument pas la patience des hôpitaux, il n'aime pas les hôpitaux et voilà. Donc voilà, c'est ma mère qui est venue avec moi et ça me va comme ça m'allait très bien. Du coup j'y vais, surtout que j'ai pas le droit de reconduire le soir, hein. Donc le matin je conduis, j'y vais, on va à l'hôpital avec ma mère, donc rendez-vous à 8h30 de base, donc on se pointe à 8h30 et là, beaucoup d'attentes. On était censé me poser des dilapants, des trucs pour dilater mon col à 8h30. Rien, 9h30, rien. À 10h, on vient me chercher dans la salle d'attente du haut. On me dit venez en salle de naissance avec nous, salle de naissance. Top avec toutes les femmes qui accouchent. Bon, il n'y en avait qu'une ce jour-là. Là où j'avais déjà accouché de mon fils, voilà, donc un peu compliqué. On me met dans la salle de pré-travail et on me dit on va vous poser, vu qu'on est un peu en retard, on va vous poser le cathéter ici pour l'anesthésie et les dilapants maintenant. Donc j'ai encore attendu une demi-heure pour tout ça. On me pose tout, nanani. Et j'attends. Et de base, j'étais censée aller dans le service maternité en attendant de redescendre au bloc. Et on me dit non, mais vu qu'on est en retard, votre maman, pendant que vous serez en opération, va aller poser vos affaires dans la chambre. Mais vous restez là, on viendra direct vous chercher ici. On vient me chercher. Et puis l'intervention se passe, voilà, une équipe géniale qui se sont occupés de moi vraiment aux petits soins, ils avaient tous mon histoire, donc ils ont tous compris la chose, quoi, enfin voilà. J'ai eu aucun jugement, rien du tout, ils ont vu ma tristesse en fait. Donc voilà, j'ai été plusieurs fois opérée en anesthésie générale, donc je sais mes points faibles. Par exemple, quand je me réveille, j'ai très envie de faire pipi, vraiment au moment où j'ouvre les yeux. Et on le sait que pendant 1 heure, on peut pas. Donc j'avais demandé à ce qu'on me vide la vessie pendant l'opération. Ça a été fait, donc j'ai eu un réveil vraiment beaucoup plus agréable. On s'est très bien occupé de moi en salle de réveil. Voilà, psychologiquement, puis
moi, mon corps, hein, je vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé en salle de réveil, ça concerne pas le journal de bord en soi. Mais voilà, du coup, je me réveille, j'ai senti directement que j'avais plus rien, voilà, que j'étais vide. Je me suis sentie vide instantanément. Vraiment un vide, mais un vide, c'était horrible. Je pense que toutes les mamans qui ont vécu ça, IMG, tout ça, sans enfant derrière, vous comprenez de quoi je parle. Déjà qu'on le ressent, ce vide, après une naissance qui se passe très bien. Déjà qu'on se sent... ouais, ça sent plus rien quand tout se passe bien, mais alors quand tout se passe mal, c'est une horreur. Waouh, je vois que la vidéo est longue, je suis désolée, hein. Mais c'est nécessaire pour moi. Je pense que ça me fait du bien aussi d'en parler et de mettre un point final à cette grossesse. Voilà. Donc, m'en voulez pas. De toute façon, c'est facile pour vous, hein. Ça vous plaît pas, vous faites retour et puis voilà. Donc voilà, je me réveille, tout se passe bien médicalement parlant, hein, tout va bien pour moi. Je remonte en chambre à 14h, on me vérifie la tension, on me donne à manger. On me dit que si je mange bien, que je vais bien psychologiquement et que j'ai pas de problème de tension, de problème de saignement persistant, je peux rentrer à la maison le soir à partir de 19h après le repas du soir. Parce qu'ils veulent s'assurer que je mange. Donc voilà, je préviens mon chéri que je serai pas de retour avant un petit moment et qu'il va devoir coucher mon fils. Enfin voilà, mon fils ne s'endort jamais avec mon chéri. Il a besoin que de moi, de ma main pour s'endormir. Donc je savais que ça allait être compliqué pour lui, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Quitte à ce qu'il m'attende pour le coucher, voilà. On me dit qu'en gros c'est pas sûr que je sorte parce que j'ai eu beaucoup de saignements après l'opération, quand j'étais encore endormie et quand j'étais en salle de réveil. On m'a changé plusieurs fois en salle de réveil. Donc voilà, et qu'on allait surveiller ça sur l'après-midi et qu'on verrait. À 17h30, j'ai su que je pouvais sortir et que je passerais pas la nuit. Donc que je sortais à partir de 19h après le repas. Donc voilà, c'était acté. Le médecin est venu me voir me disant que tout s'est bien passé. Ce qu'il a fait, il m'a fait un arrêt de travail. Il savait pas que je travaillais pas, mais j'avais un arrêt de travail. J'ai dit, ça sert à rien, je suis femme au foyer. L'arrêt de travail, je vais pas l'envoyer à la communauté de femmes au foyer. Donc... voilà, j'ai mon obligation de maman dans tous les cas, tous les jours. J'avais ma mère avec moi pour m'aider de toute façon. Donc voilà, je marchais bien, j'arrivais bien à marcher, tout allait bien. Enfin voilà, on est rentré, c'est ma mère qui a conduit au retour, j'avais ma mère tout le long. Ma mère est juste partie manger le temps où j'étais opérée. Donc voilà, on est rentré, je me sens vide, hein. La douche du soir, j'ai dit à mon chéri, me laisse absolument pas seule face à moi-même, parce que j'avais déjà plus du tout mon ventre. J'avais déjà plus rien, voilà, donc j'étais déjà pas plate, hein, parce que j'ai quand même une petite bedaine, on va dire, mais voilà, j'avais déjà plus rien, j'ai dit, me laisse absolument pas, j'ai pas pu me regarder dans le miroir, j'ai pas arrêté de pleurer. Donc voilà. Après la semaine s'est passée, je me suis remise sur pied. Voilà, on a reçu du monde le week-end, donc ça m'a fait penser à autre chose. Et après le lundi, plus personne. Voilà, tout le monde est parti, nos amis qui sont venus nous voir, ma mère qui est partie, et je me suis retrouvée seule à la maison, mon chéri au travail. Seule à la maison avec mon fils, et là ça a été très dur, j'ai une redescente psychologique où j'étais enfin seule à la maison et du coup libre de mes émotions. Du coup j'ai pas arrêté de pleurer, c'était compliqué, dès qu'on m'appelait pour me demander comment ça allait, je m'effondrais. Et ça pendant une semaine. J'ai dû un soir prendre la douche seule
Parce que mon fils s'est endormi à 22h30, mon chéri se lève à 4h30 du matin, du coup il m'a dit je suis désolée, je vais me coucher. Ce que je comprends, il a besoin d'être en forme. Donc j'ai pris ma douche seule et là ça a été horrible parce que j'étais face à moi-même, j'ai pas arrêté de pleurer. Enfin bref, je crois que c'est la dernière fois que j'ai autant pleuré d'ailleurs. Donc voilà, punaise, mais je ressemble à rien. Désolée, regardez-moi ça. Je pense que ça va être la dernière fois que je vais pleurer pour cette grossesse d'ailleurs en faisant cette vidéo parce qu'après je n'ai plus besoin d'en parler comme ça. C'est la première fois que je reparle de ça de A à Z. Donc voilà. De toute façon, je vais vous parler tant qu'on n'est pas revenu à mon retour de couche. Donc je pense qu'on est encore pendant 10 minutes ensemble. Donc voilà, bref, cette douche horrible. Passons. J'arrivais plus à me regarder dans le miroir. C'était compliqué. J'avais acheté des robes et tout, exprès pour cette grossesse. Je les mettais quand même. Désolée, je me recroqueville sur moi-même. Voilà, les jours passent. Des petits... J'ai quasiment pas de saignements, hein, des petits saignements marrons qui se sont arrêtés très vite. Après, j'ai eu un arrêt de 1 semaine de toute perte. Après, c'est revenu, j'ai eu des pertes marron. Des petites pertes marron. Après, ça s'est re-arrêté. Et j'attendais mon retour de couche. Et je pensais d'ailleurs que j'étais retombée enceinte. Mais non. Parce que j'avais plein de symptômes de grossesse. Celles qui me suivent sur WeMom, vous savez. Vous savez de quoi je parle. J'ai franchement galéré avec mon taux de bêta-HCG qui ne descendait pas. Donc voilà, avant d'avoir mon retour de couche, j'ai eu un rendez-vous de contrôle, une écho pour vérifier mon utérus. À cet écho, il s'est juste vu que j'allais pas avoir mes règles dans l'immédiat, que j'étais sûrement en ovulation à ce moment-là, et donc que les règles allaient arriver 2 semaines après. Et que j'avais encore des caillots de sang dans l'utérus, mais c'était pas une grosse rétention, ça nécessitait pas d'intervention. Que voilà, on m'a dit ça va partir lors des prochaines règles, attendez le retour de couche, essayez franchement de pas tomber enceinte avant, mais voilà, enfin que ça allait s'évacuer. 3 jours avant mon retour de couche, j'ai des saignements marrons comme ça, mais qui me faisaient franchement penser à des saignements d'implantation, hein, franchement. Donc voilà, saignements marrons, puis après qui s'intensifient. J'avais des douleurs de règles vraiment intenses et là je me suis dit bon, je vais les avoir. Désolée pour le boucan, il jette tout par terre. Donc voilà, le lundi, donc c'était lundi 22 je crois, lundi 22 juin. 23 juin, enfin c'était la semaine dernière, on est le 1er, c'était la semaine dernière. Le lundi, j'ai eu des douleurs de règles d'accouchement, même d'accouchement vraiment intenses, et j'ai perdu un caillot énorme, énormissime. Le lundi, j'ai vraiment perdu un caillot énorme. Ça m'a fait franchement flipper et je me suis dit c'est ça les douleurs, fallait franchement ouvrir le col pour le faire passer, donc voilà, c'est normal. J'ai eu un rendez-vous, en fait on m'a dit au rendez-vous de contrôle, quand vous avez votre retour de couche, vous nous appelez donc dans 2 semaines logiquement pour avoir un autre rendez-vous de contrôle pour vérifier si c'est parti. Et si dans 1 mois vous n'avez pas vos règles, vous nous appelez aussi pour faire un contrôle. Donc le lundi, je vois cette perte là, les douleurs, nanani, j'appelle et je dis que c'est bon quoi, que j'ai le retour de mes règles et que voilà, ils me font un rendez-vous la semaine prochaine. Enfin voilà, pour moi c'était pas mal. Il me dit ok, vous avez rendez-vous mercredi. J'étais oui, mais mercredi je vais avoir encore mes règles, donc c'est pas... Non, mais rendez-vous mercredi. D'accord, écoutez, rendez-vous mercredi. Donc voilà, le mardi se passe, j'ai mes règles normalement, il n'y a plus de caillots qui sort bien rouge, voilà, désolée pour les détails, mais voilà, j'ai un retour de couche normal. Le mercredi,
pareil, je vais au rendez-vous, je lui dis je suis désolée mais je suis en pleine règle, j'avais dit, logiquement c'est un rendez-vous après les règles mais la femme m'a dit aujourd'hui, donc aujourd'hui elle m'a dit ah mais non mais vous inquiétez pas nanani. On a regardé, elle a vu qu'il n'y avait plus de caillots donc c'était bien parti, je lui ai montré la photo, je sais c'est pas glamour et c'est franchement dégueu, mais je lui ai montré la photo de ce que j'ai perdu. Elle m'a dit ah oui en effet c'est vraiment ça et vous avez dû douiller. Oui. Donc voilà. Elle m'a dit que tout allait bien, que mon utérus allait bien et que voilà. Finalement il n'y a pas grand chose à dire. Elle m'a demandé si j'allais bien psychologiquement. J'ai dit oui. Et que je pensais que j'allais avoir le retour de bâton à une prochaine grossesse, de peur que ça recommence. Voilà. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'une psy, même pendant votre grossesse, vous l'appelez à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin après et pas sur le moment et inversement. Donc voilà. Moi, comme j'ai été beaucoup entourée la semaine de mon opération, du coup, j'en ai pas eu besoin, j'en ai pas fait appel. Donc voilà, et on arrive à la fin de l'histoire, hein. Voilà, j'ai mon retour de couche, donc maintenant j'attends les prochaines ovulations pour retourner en essai bébé. Voilà, beaucoup vont dire ah c'est rapide quand même, mais moi j'en ai besoin. Je voulais de base un petit écart d'âge pour mes 2 enfants, mais du coup ça ne sera pas le cas, donc j'espère que ça tomber enceinte au plus vite. J'ai besoin aussi d'une nouvelle grossesse. On s'est dit avec mon chéri que ça allait être la dernière. Voilà, le dernier essai. Que si jamais il y a un problème un problème de quoi que ce soit, qu'il fallait encore arrêter la grossesse, que voilà, c'était terminé. Même pour moi, psychologiquement. Voilà, qu'on arrête là, c'est le dernier essai. Voilà, on a un bébé, on reteste un bébé en bonne santé. Donc voilà, c'est les derniers essais. Donc on espère un bébé 2027. Voilà, pour qu'il y ait 3 ans d'écart, tout pile, avec mon fils. Je pense que c'est un bon écart. Voilà, plus, je n'ai pas très envie, mais bon, c'est la vie qui est comme ça. Puis je ne souhaite pas de grossesse après 28 ans, voilà, voire même après 30 ans, après 28 ans, voilà, j'ai 25, donc je me laisse là 2026-2027 pour avoir une grossesse, après c'est terminé pour moi, la maternité, j'ai besoin de ça pour faire mon deuil, de la maternité, de la grossesse, j'ai besoin d'arriver à terme d'une nouvelle grossesse. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui me comprendront, mais j'en ai besoin. Voilà, c'est pas du tout pour remplacer le bébé. Non, il a sa part. Et je suis convaincue que c'est une fille. Je suis convaincue, hein, d'après les images, que c'est une fille. Et en plus de ça, on a eu un petit signe. Je vais vous en parler, mais j'ai un autre truc à vous dire. Donc, voilà, c'est pas pour remplacer ce bébé, c'est vraiment... voilà. Un autre chapitre, une autre vie, voilà. Passer à autre chose. M'aider à guérir. Voilà, je balance des phrases comme ça, mais c'est comme ça que ça vient. J'ai oublié de vous dire que le jour, la veille, non pas la veille, le vendredi avant l'opération, quand j'ai confirmé que je voulais bien l'IVG, ils avaient reçu les résultats de la prise de sang T21 et c'était 1 sur 50. Et les médecins m'ont dit que ils étaient quasiment sûrs, on peut pas être sûr à moins d'une amniosynthèse. Les médecins disent beaucoup de choses et au final ça se passe pas comme ça, mais ils pensaient activement qu'il y avait la trisomie 21 et 21-18 et que cette malformation-là était liée, voilà, que c'était sûrement ça et que ça conforte dans l'idée d'arrêter, qu'il y avait sûrement un problème, voilà, parce que à mon âge, avoir un résultat comme ça, 1 sur 50, alors que voilà, il n'y a aucun problème. Pour mon fils, j'ai eu le meilleur résultat possible, donc c'est qu'il y avait vraiment un problème chromosomique, que ça soit une trisomie ou non, il y avait vraiment un problème lié avec
malformation. Donc, voilà, de base on a fait vraiment sur cette malformation, mais c'est venu conforter l'idée qu'il y allait avoir encore plus de problèmes, qu'il allait avoir encore plus de soucis après, de rendez-vous médicaux, de galères pendant 3 à 6 ans, voire plus. Donc voilà. Donc voilà, ça nous a conforté dans cette idée. Encore plus, on va dire. Ça m'a guéri encore plus de me dire... Je ne regrette pas mon acte, je ne regrette pas ce que j'ai fait encore maintenant, je ne regrette pas d'avoir arrêté cette grossesse, mais c'est très dur quand même, très dur d'arrêter une grossesse, très dur de dire au revoir à un bébé, surtout quand on commençait à avoir des signes de ce bébé dans son ventre. Voilà, c'est très compliqué quand c'est un bébé qu'on a voulu absolument, surtout après une fausse couche en plus. Donc voilà, je pensais vraiment que c'était mon bébé arc-en-ciel, mais non, ça sera pour après. Donc voilà, c'est très dur d'arrêter la vie d'un enfant qui aurait pu vivre, même en mauvaise santé. Hein. C'est compliqué, mais je préfère arrêter cette grossesse à ce terme-là que faire souffrir toute une famille, un enfant, enfin voilà, c'est la conclusion pour moi. Et j'espère vivement, je ne veux pas de haine sous cette vidéo, voilà, je ne veux pas de haine, je veux pas de jugement, voilà. Je veux rien. Ce qui est bien, c'est que sur TikTok, j'ai déjà partagé mon histoire. Je n'ai pas eu de haine, rien du tout, voilà. Après, je n'ai pas mis le terme IVG, voilà. J'ai juste mis interruption, donc je n'ai pas eu de haine, mais je pense que si j'aurais mis IVG, ça aurait été autre chose. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de soutien sur TikTok, j'ai eu presque 500 000 vues sur mon histoire. Plus de 11 000 j'aime, près de 1000 commentaires, voilà, donc, et que du bienveillant, je les vois tous. Sachez que je ne réponds pas à tout parce que je ne peux pas, mais je vois tous les commentaires. Donc voilà. Un petit bonus du coup à la fin de cette vidéo pour conclure définitivement cette histoire. Je voulais vous expliquer un petit signe. Par exemple... le soir où j'allais pas bien là, où j'ai beaucoup pleuré dans ma douche parce que j'étais seule à prendre ma douche, dans mon lit quand je disais, on va dire je parlais à ce bébé, je parlais à mes guides parce que je crois beaucoup à ça, spiritualité, je parlais à mes guides et je leur demandais de m'envoyer un signe, voilà, de m'envoyer un signe, si tout allait bien, de m'envoyer un signe de ce bébé, voilà, s'il était content, pas content de ce que j'avais fait. N'importe quoi, un signe. Du coup, c'était le mardi. Du coup, le mercredi, je reçois mon colis Disney, où je reçois un Disney plus un petit livre Mickey pour mon fils. Et j'ai reçu le Disney Bernard et Bianca. Bernard et Bianca, j'ai été bouleversée quand j'ai ouvert ce colis. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Je dois recevoir 54 colis. C'était mon 6e colis. J'ai un appel. Bon, j'ai été coupée d'un appel de 10 minutes. Je disais du coup que j'ai reçu le livre Bernard et Bianca. Je dois recevoir 54 colis sur 54 mois finalement. Là, c'était le 5e ou le 6e mois. Donc, colis. Je reçois Bernard et Bianca, qui est franchement pas, pour moi, un Disney connu de ouf. Hein. Voilà, enfin, vous allez me dire, t'es folle, c'est une coïncidence. C'est possible, mais moi, je le vois comme un signe. Bianca est le prénom qu'on a choisi dès le départ à ma première grossesse. C'était le prénom pour une fille. Voilà, c'est le coup de cœur de mon chéri. Moi, j'avais Mylon, lui, il avait Bianca. Donc... mon premier fils est un garçon, il s'appelle Mylon. On a dit, on garde Bianca pour un prochain enfant si c'est une fille, sinon on trouvera un autre nom garçon. Je pensais que ce bébé était une fille, mais je n'étais pas sûre. Je n'ai pas demandé en chirurgie à savoir le sexe. Je me suis dit, c'est quand même déplacé de demander ça, alors que c'est une IVG, on va dire. Enfin, s'il faut, ils ne peuvent pas. Hein. Je ne sais pas si le chirurgien, il a le bébé dans les mains ou pas, voilà. Donc je n'ai pas demandé.
Donc je n'en savais rien, je suis restée avec ce doute. Et là je reçois ça, après avoir demandé un signe, je reçois ça, Bernard et Bianca, donc Bianca. Donc en fait, moi je l'ai vu comme soit c'est ce bébé qui dit je suis une fille, tout va bien, donc voilà je te dis Bianca pour que tu saches que je suis une fille, soit c'est à une prochaine grossesse, on va avoir une fille et faut l'appeler Bianca. Donc moi j'ai ces deux trucs là, j'en parle à mon chéri. Mon chéri ne croit pas trop à tout ça. Là pour le coup il l'a pris au sérieux, lui aussi il a été bouleversé. Et il me dit rien sur le moment. On en reste là, on se parle même pas. Le soir dans le lit, donc le mercredi soir dans le lit, il me dit « Je pense que Bianca est au ciel ». J'ai pleuré forcément. Il me dit donc toi tu penses que ce bébé t'es une fille et du coup voilà il me dit oui du coup ce bébé sera Bianca et on trouvera un autre prénom pour une prochaine grossesse. J'ai dit ok, enfin voilà on le prend comme ça et on fait notre deuil comme ça voilà. Donc pour nous notre point final voilà c'est ça, le retour de couche, ce signe, notre point final et ce bébé était une fille et s'appelle Bianca dans notre cœur, est au ciel et voilà et on ne donnera plus ce prénom à un autre bébé. Voilà, donc pour nous c'est notre point final et c'est comme ça qu'on fait notre deuil. Voilà. Je ne sais pas si mon deuil est fait et je crois qu'il ne sera jamais fait. Voilà, je vais vivre avec toute ma vie mais c'est moins... Je délégitimise, on va dire. Je pense que c'est moins difficile mentalement de perdre un bébé au stade où j'étais qu'à certaines qu'ils perdent à la naissance, qu'ils perdent à 8 mois, 7 mois de grossesse, qu'ils l'ont dans les bras sans vie. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup moins difficile. Donc je pense que mon deuil est plus simple à faire que ces femmes-là. Donc je vais vivre avec toute ma vie, mais ça sera... Voilà, je suis convaincue qu'il y a des jours où je vais pas y penser, mais ça sera dans 10 ans, ou quand j'aurai mon nouveau bébé dans mes bras. Parce que là, je vais pas vous mentir, hein, j'y pense du matin au soir. Toute la journée, tout me ramène à ça. Je me regarde dans le miroir, je vois encore une femme qui n'est pas enceinte. Voilà, je pense à un nouveau bébé aussi, je pense à retomber enceinte assez rapidement. Voilà, enfin, je pense à cette histoire au global, du matin au soir. Et c'est pour ça que depuis 2 semaines, je me suis remis dans la création de contenu TikTok, Short, vidéo YouTube pour penser à autre chose parce que, bon, à part là où je vous parle de ça, quand je vous parle d'un haul action, quand je vous fais un vlog sur ma journée, quand je fais du ménage, quand je vous fais bref, une vidéo, je n'y pense pas et ça m'évade en fait. Je pense à autre chose, c'est pour ça que je suis beaucoup dans la création de contenu. Ça m'aide, voilà, ça me sort de ça, c'est ma passion, donc voilà. C'est pour ça que vous avez beaucoup plus ma tête dans vos réseaux en ce moment. Surtout que j'ai arrêté, hein, du coup, pendant un petit moment parce que je n'avais pas la force. Mais maintenant, ma force est de reprendre du poil de la bête et de ressortir tout ça. Et du coup, vous refaire des vidéos, penser à autre chose, patienter sur une nouvelle ovulation. Parce que du coup, mon ovulation est normalement dans quelques jours. Mais voilà, patienter. Après, il faut patienter pour faire un test de grossesse. Donc voilà. Faire quelque chose pour penser à autre chose et que le temps passe plus vite parce qu'à la maison 24 heures sur 24, même si j'ai la voiture de temps en temps maintenant, je ne sors pas tous les jours, hein, ça coûte des sous de sortir et de faire des activités, donc je ne sors pas tous les jours, je suis forcément la plupart du temps à la maison, on rumine beaucoup, donc voilà. Toute cette histoire est terminée, j'espère que je ne vous ai pas fait pleurer, j'espère que cette vidéo n'a pas été chiante à regarder, surtout qu'elle est très monotone, hein. On m'entend parler assis sur une chaise, un peu comme tout ce journal de bord finalement. J'arrête ce journal de bord ici, le point final sur mon retour de couche, on est le 1er juillet, je pense recommencer un journal de bord de grossesse si jamais il y a une nouvelle grossesse. Je pense qu'il y aura
une nouvelle miniature pour différencier les deux histoires parce que cette histoire est une histoire à part entière. Je ne veux pas la mélanger sur une autre grossesse. C'est un bébé à part entière. Donc, c'est un nouveau journal de grossesse. Il y aura nouvelle miniature. Peut-être une nouvelle manière de la filmer, mais peut-être pas. Peut-être qu'on se donnera encore rendez-vous dans cette cuisine, assis sur ma chaise, devant ma fenêtre. Voilà. Là, la lumière, elle a vachement changé. Il fait noir. Voilà. Il pleut, c'est noir. Voilà. Peut-être que je changerai le générique, mais pas sûr. Donc voilà. J'espère que ce journal de grossesse vous a quand même plu. Même s'il a été très chaotique du début jusqu'à la fin. Franchement, dès le départ, ça a été chaotique cette série. Donc voilà, bon, après avoir beaucoup pleuré, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner si mon histoire vous plaît, si ma personne vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo pour du soutien, voilà, pour soutenir la chaîne, pour me soutenir. N'hésitez pas à commenter aussi votre histoire, si vous avez une histoire similaire, si vous avez peur de vivre ça, si vous avez des questions, voilà, n'importe quelle question. Peut-être que j'ai oublié des choses dans mon histoire, c'est possible, parce que ça fait quand même 2 mois. J'ai perdu ce bébé le 19 mai, on est le 1er juillet, donc ça fait 1 mois et demi que j'ai perdu ce bébé, donc voilà, même si c'est une histoire que j'oublierai jamais, j'ai pu oublier quelque chose, donc n'hésitez pas à commenter, et voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.